La mort prématurée du roi Elvis Presley à un jeune âge a plongé les fans du monde entier dans le deuil. Les circonstances entourant son décès sont enveloppées de mystères depuis des décennies, sa famille ayant choisi de garder les résultats de l'autopsie confidentielle. Cependant, près de 50 ans plus tard, le monde est à nouveau secoué par la nouvelle que la tombe d'Elvis a été ouverte. La révélation de ce qui se trouve à l'intérieur est véritablement remarquable. Mais pourquoi la tombe d'Elvis Presley a-t-elle été ouverte et que les enquêteurs espèrent-ils découvrir? Rejoignez-nous pour explorer cet événement sans précédent et révéler les vérités, les mensonges et les secrets qui sont restés cachés si longtemps. Plongeons dans ce mystère. Avant de nous plonger dans les détails de l'ouverture de la tombe d'Elvis Presley et de ses découvertes, il est important de comprendre sa vie et le parcours qui l'a conduit à devenir la légende célébrée que nous connaissons tous. Né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, Elvis Aaron Presley est venu au monde en tant que second jumeau. Tristement, son frère Jesse est mort-né, laissant Elvis grandir comme enfant unique. Malgré cette perte, les parents d'Elvis étaient des travailleurs acharnés qui affrontaient des difficultés financières, ce qui signifiait que les premières années d'Elvis étaient marquées par la modestie et la simplicité. Cependant, sa mère veillait à ce que sa vie soit remplie d'amour et de musique, et sa famille était profondément religieuse. Ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que la première exposition d'Elvis à la musique provenait de l'église. La musique gospel vibrante qu'il entendait pendant les offices a eu une influence profonde sur lui, façonnant son style musical unique qui captiverait plus tard le monde. Dès son plus jeune âge, la voix d'Elvis se distinguait, et il commença à se faire remarquer tôt. À 10 ans, il remporta un concours de talent avec son interprétation de All Shape, démontrant son talent en pleine ascension et préparant la scène pour son futur succès. Après que la famille Presley eut déménagé à Memphis en quête de meilleures opportunités, Elvis se retrouva immergé dans la scène musicale vibrante de Beale Street, le cœur de la culture musicale de Memphis. C'est là qu'il commença à développer son style caractéristique, influencé par les sons divers qui l'entouraient. À 11 ans, sa mère lui offrit sa première guitare pour son anniversaire, un moment crucial qui modela son avenir. Élève à la LCU High School, Elvis se distinguait parmi ses camarades avec ses cheveux coiffés en arrière et son style vestimentaire unique, portant souvent des chemises roses et des pantalons noirs. Malgré les moqueries pour être perçu comme un « fils à maman », et pour son goût éclectique pour la musique, il resta déterminé à suivre sa passion, participant à des concours de talent et absorbant toutes les connaissances musicales disponibles. Elvis continua à affiner ses compétences. Au fur et à mesure qu'Elvis progressait au lycée, son talent brillait de plus en plus. Ses performances, comme sa version de « Till He Waltz Again With You » lors du spectacle annuel de Minstrel, émerveillèrent le public, révélant son don naturel pour la musique. À chaque représentation réussie, la confiance d'Elvis grandissait, posant les bases de son avenir en tant qu'icône musicale. En 1953, Elvis Presley entama un voyage pour réaliser ses rêves musicaux. Malgré plusieurs emplois pour survivre, il ne perdit jamais de vue ses aspirations. Ses humbles débuts à Tupelo marquèrent le point de départ de son ascension extraordinaire vers la gloire. Tout commença avec ses enregistrements historiques chez Sun Records, où sa fusion unique de blues, de country et de gospel captiva le public, jetant les bases de l'émergence du rock and roll. Avec sa présence charismatique sur scène et sa voix distinctive, Elvis devint rapidement un symbole de rébellion juvénile et un héros pour des millions de personnes. Son impact sur les charts fut incomparable, avec 149 chansons figurant au Billboard Hot 100 aux États-Unis, dont 114 atteignirent le top 40, 40 le top 10 et 18 la première place. Ses singles numéro 1 passèrent un total de 80 semaines en tête des classements, et ses ventes de disques dépassèrent les estimations de plus d'1 milliard dans le monde, faisant de lui l'artiste solo le plus vendu de l'histoire de la musique enregistrée. L'incursion d'Elvis au cinéma fut également triomphante, avec 31 longs-métrages à son actif, tous couronnés de succès financiers. Il passa sans effort d'une sensation musicale à une véritable star de cinéma, laissant une marque indélébile dans les deux industries. Ces 3 émissions spéciales en réseau, dont le mythique 68 Comeback, restent célébrées comme parmi les plus regardées de leur époque. Tout au long de sa carrière illustre, Elvis remporta de nombreux prix, dont 3 Grammy et le Grammy Lifetime Achievement Award à 36 ans. Il fut intronisé dans divers Hall of Fame musicaux couvrant des genres comme le pop, le country, le rockabilly, le rhythm and blues, la musique adulte contemporaine et le gospel. Malgré des performances rares en dehors des États-Unis, ses disques et films connurent une popularité mondiale, lui conférant le statut de phénomène culturel global.
Les concerts live d'Elvis, en particulier ses spectacles légendaires à Las Vegas et ses tournées, bâtirent des records d'affluence et établirent un standard pour le divertissement en direct inégalé par ses contemporains. Son mélange électrisant d'énergie brute et d'expression émotionnelle hypnotisait le public, lui assurant une place dans l'histoire de la musique comme l'un des plus grands interprètes de tous les temps. Tragiquement, le 16 août 1977, le monde fut surpris par la nouvelle de la mort prématurée d'Elvis à 42 ans. L'annonce causa un impact global, laissant les fans en deuil pour la perte d'une icône musicale dont l'héritage continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Après la mort tragique d'Elvis Presley, l'incrédulité et le chagrin envahirent le monde. Les circonstances entourant sa mort prématurée devinrent l'objet de nombreuses spéculations et de mystères. Elvis fut trouvé inconscient sur le sol de sa salle de bain à Graceland, sa mansion iconique à Memphis, Tennessee, par sa fiancée de l'époque, Ginger Alden. En le découvrant, elle appela immédiatement les secours, et Elvis fut rapidement transporté au Baptist Memorial Hospital. Malgré les efforts vaillants de l'équipe médicale, il fut déclaré mort à 15h30. La cause officielle de la mort d'Elvis fut listée comme une crise cardiaque, mais le rapport d'autopsie mené par le docteur Jerry Francisco, médecin légiste du comté de Shelby, dressa un tableau beaucoup plus complexe. Il révéla qu'Elvis avait un cœur significativement agrandi, pesant presque le double de la taille normale. Cette condition, connue sous le nom de cardiomyopathie hypertrophique, joua probablement un rôle dans son arrêt cardiaque soudain. D'autres révélations provinrent des rapports toxicologiques indiquant la présence de plusieurs médicaments prescrits dans le système d'Elvis, y compris de fortes doses d'opiacés, de barbituriques et de sédatifs. L'addiction de longue date d'Elvis aux médicaments prescrits n'était un secret pour personne parmi ses proches. Il luttait contre cette dépendance depuis des années, comptant souvent sur son médecin personnel, surnommé Dr Nick, pour lui fournir les médicaments qu'il désirait. Le Dr Nick prescrivait une variété impressionnante de médicaments à Elvis, y compris des Caludes et du Demerol, dans les mois précédant sa mort. Dans la période précédant son décès, la santé d'Elvis se détériorait rapidement. Il avait pris une quantité significative de poids, et ses performances étaient devenues de plus en plus erratiques, avec des moments où il semblait étourdi, oubliait les paroles et peinait à suivre la musique. Malgré les préoccupations croissantes de son entourage, y compris de son manager, le colonel Tom Parker, une intervention semblait difficile à obtenir. Un moment notable dans la carrière d'Elvis Presley se produisit lors de son concert iconique de 1973, Aloha from Hawaii. Pendant l'interprétation de Burning Love, des pancartes avec les paroles furent brandies pour lui, un changement par rapport à sa routine habituelle. Certains fans remarquèrent que, bien que les pancartes fussent présentes, Elvis les regardait à peine. Cependant, pour beaucoup, leur simple présence servait de filet de sécurité, une précaution dont Elvis n'avait pas besoin auparavant. Cet incident suscita des débats parmi les fans, certains l'attribuant à l'abus de substances, une spéculation souvent liée à Elvis, tandis que d'autres y voyaient une particularité de longue date. Les partisans de cette dernière vue pointèrent du doigt le 68 Comeback Special, où Elvis avait également eu du mal à se souvenir des paroles de ses propres chansons. Ce défi semblait être quelque chose avec lequel il composait tout au long de sa carrière. Cependant, quand il oubliait les paroles, Elvis injectait souvent de l'humour et interagissait avec le public, transformant d'éventuelles erreurs en moments captivants. De même, en 1970, lors d'un concert à Las Vegas, il eut besoin d'aide pour suivre plusieurs chansons et se reposa sur des partitions. Ces moments, bien qu'ils révélassent sa vulnérabilité, mettaient aussi en lumière son authenticité et sa connexion avec son public. Le jour de sa mort, Elvis était resté éveillé toute la nuit, luttant pour dormir. Au cours de la nuit et des premières heures du matin, il avait pris plusieurs doses de médicaments prescrits. Vers 2h30 du matin, il s'était retiré dans la salle de bain, où il passait souvent de longs moments à lire. C'est là, plusieurs heures plus tard, que sa fiancée Ginger le trouva inconscient sur le sol. La nouvelle de la mort d'Elvis causa un immense impact, non seulement dans l'industrie musicale, mais au-delà. Des fans du monde entier entrèrent en deuil, organisant des veillées aux chandelles et déposant des fleurs aux portes de Graceland. La fièvre médiatique fut intense, avec des reporters et photographes affluant à Memphis pour couvrir l'histoire. Dans les semaines et mois suivant la mort d'Elvis, des questions surgirent sur les circonstances de son décès. Beaucoup de fans trouvaient difficile d'accepter que leur idole ait succombé à quelque chose d'aussi banal qu'une crise cardiaque. Des rumeurs commencèrent à circuler sur un possible jeu trouble ou une couverture, ajoutant au mystère entourant sa mort prématurée.
Dans les années suivant la mort d'Elvis, beaucoup de ses proches se manifestèrent pour partager leur perception de ces derniers jours. Amis et famille dépeignirent le portrait d'un homme profondément tourmenté, luttant contre l'addiction, la dépression et les immenses pressions de la gloire. Sa bataille contre ces problèmes était évidente, laissant ceux qui l'entouraient profondément inquiets pour son bien-être. Après la mort d'Elvis, son médecin personnel, souvent appelé Dr Nick, se retrouva au cœur d'un tourbillon de problèmes légaux et professionnels. Sa vie professionnelle prit un tournant dramatique lorsqu'il fut impliqué dans des procès liés à ses pratiques de prescription. En 1980, le Dr Nick fut inculpé pour 14 chefs d'accusation de surprescription de médicaments, non seulement pour Elvis, mais aussi pour d'autres figures célèbres comme Jerry Lee Lewis et plusieurs patients. Malgré la gravité des accusations, le Dr Nick fut finalement acquitté. Cependant, le contrôle légal ne s'arrêta pas là. Le Conseil médical du Tennessee prit une mesure drastique en révoquant définitivement sa licence médicale, un coup surprenant pour la communauté médicale. Cette décision fut basée sur les conclusions que le Dr Nick surprescrivait des médicaments à des patients depuis des années, soulevant de sérieuses préoccupations sur son jugement médical et ses pratiques éthiques. La vie du Dr Nick fut également marquée par un incident bizarre et effrayant en 1979, lorsqu'il fut touché par une balle dans la poitrine alors qu'il assistait à un match de football. Miraculeusement, il échappa à des blessures graves, mais l'incident resta enveloppé de mystère, aucun suspect n'ayant été arrêté. Des spéculations émergèrent selon lesquelles le tir pourrait avoir été l'œuvre d'un fan enragé d'Elvis, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à la narration déjà complexe sur l'héritage du roi. L'enterrement d'Elvis fut un événement grandiose et émouvant, digne du roi du rock'n'roll. Il fut inhumé dans le jardin de la méditation de Graceland, sa mansion iconique à Memphis, Tennessee. Le jardin, un lieu serein et beau qu'Elvis visitait souvent pour la réflexion et le réconfort, offrit un lieu de repos final approprié pour l'icône musicale. La cérémonie d'inhumation eut lieu le 18 août 1977, seulement 2 jours après sa mort prématurée. Ce fut une cérémonie privée avec la présence de la famille, d'amis proches et de quelques sélectionnés de l'industrie. Malgré son caractère privé, des milliers de fans dévoués se rassemblèrent devant les portes de Graceland pour rendre hommage et dire adieu à leur idole musicale. Le jardin de la méditation fut orné d'arrangements floraux, y compris une impressionnante variété de roses rouges, la fleur préférée d'Elvis. Au centre de l'attention se trouvait une magnifique fontaine servant de toile de fond émouvante pour l'occasion sombre, où les souvenirs de la vie et de l'héritage d'Elvis furent honorés et célébrés. Au milieu de la vague de deuil et d'amour des fans du monde entier, le cercueil d'Elvis était un témoignage de son statut légendaire, fait de cuivre massif et revêtu de velours. Le service funèbre lui-même fut un hommage poignant, rempli d'éloges sincères et de performances. Le révérend C.W. Bradley, qui avait officié le mariage d'Elvis et Priscilla quelques années plus tôt, dirigea la cérémonie. Famille et amis proches partagèrent leurs souvenirs chéris et exprimèrent leur amour pour l'étoile disparue. Des chanteurs gospel, dont J.D. Sumner et le Stamp Quartet, interprétèrent des versions émouvantes des hymnes préférés d'Elvis, leur voix emplissant l'air d'un sentiment d'espoir et de célébration au milieu de la tristesse. Lorsque la cérémonie prit fin, le cercueil d'Elvis fut solennellement descendu dans le sol, marquant son lieu de repos final. Aujourd'hui, les visiteurs de Graceland rendent hommage dans le jardin de la méditation, où Elvis repose aux côtés de ses parents, Vernon et Gladys, et de sa grand-mère Minnie. Cependant, des rumeurs récentes ont ravivé l'intérêt pour le lieu de repos final du chanteur légendaire. Des bruits courent selon lesquels la tombe d'Elvis Presley pourrait être ouverte, générant une vague de spéculation et d'excitation parmi les fans et les théoriciens. L'origine de la rumeur reste aussi mystérieuse que le roi lui-même, prenant vie propre, tout comme l'homme au centre de cette histoire. Elle semble être née sur des forums en ligne, certains suggérant que la famille d'Elvis a des plans pour révéler les secrets de son lieu de repos final. L'idée d'obtenir un aperçu de la vie privée d'une figure aussi publique a suscité un frisson d'anticipation dans la communauté des fans d'Elvis. Bien que l'on ignore qui a mentionné pour la première fois la possibilité d'ouvrir la tombe, une fois l'idée lancée, elle s'est propagée rapidement à travers les forums et communautés en ligne dédiées à Elvis, alimentant les spéculations et la curiosité dans une quête frénétique de réponses. Mais qu'est-ce qui pourrait alimenter de telles rumeurs? Certains affirment qu'Elvis a en réalité simulé sa propre mort. Les partisans de cette idée pointent plusieurs preuves. L'une des plus convaincantes concerne les discrepancies autour de sa pierre tombale. Son deuxième prénom, Aaron, est curieusement orthographié « An » sur la plaque funéraire.
Les défenseurs de cette théorie arguent que cela pourrait être un indice subtil laissé par Elvis lui-même pour indiquer que son enterrement n'était pas légitime. Un autre indice supposé est une apparition d'Elvis en arrière-plan d'une scène d'aéroport dans le film « Maman, j'ai raté l'avion » de 1990. La scène en question se déroule dans un aéroport bondé où la mère, interprétée par Catherine O'Hara, négocie désespérément un vol de retour. Derrière elle, une figure portant un col roulé et un par-dessus, avec une barbe, se tient au centre des spéculations. Sa présence est subtile mais intrigante, juste derrière l'épaule gauche d'O'Hara. Les traits de l'homme présentent une ressemblance frappante avec ce que beaucoup imagineraient être l'apparence d'un Elvis plus âgé. Ses yeux, le contour de son visage et même sa posture évoquent une familiarité alignée avec le visage iconique du roi du rock'n'roll. La barbe dans cette supposée apparition d'Elvis a attiré une attention significative. Elle est épaisse, bien taillée et couvre une bonne partie de la partie inférieure de son visage, une grande différence avec l'image propre et rasée de près habituellement associée à Elvis. Certains spéculent que cela pourrait être un choix délibéré pour se déguiser ou simplement une déclaration de mode du figurant. Ajoutant à l'intrigue, le langage corporel de l'homme, il affiche une certaine impatience et un mécontentement silencieux face à la situation qui se déroule. Ce détail subtil ajoute de la profondeur à la scène, alimentant davantage la théorie. Ces gestes reflètent ceux d'une star reléguée à l'arrière-plan. Son tenue, composée d'un par-dessus et d'un col roulé, rappelle les choix intemporels qu'Elvis préférait souvent. Ces options vestimentaires évoquent une ère et un style spécifiques alignés avec l'esthétique d'Elvis, augmentant l'attrait de la théorie. L'analyse de l'écriture manuscrite a également contribué aux spéculations sur la supposée mort simulée d'Elvis. Certains experts affirment que des signatures attribuées à Elvis dans les années suivant sa mort rapportées diffèrent significativement de celles antérieures. Cela soulève la question de savoir si quelqu'un d'autre pourrait avoir signé en son nom pour perpétuer l'illusion de sa mort. Les circonstances entourant les funérailles d'Elvis ont généré des spéculations parmi ceux qui croient à la théorie de la mort simulée. Malgré son statut de figure publique révérée, les funérailles furent relativement petites et privées. Son corps fut placé dans un cercueil de cuivre de 400 kg, un détail que certains trouvent peculier. Les critiques arguent qu'un cercueil si lourd serait inutile à moins de dissimuler l'absence d'un corps. De plus, les sceptiques soulignent la rapidité du processus funéraire, qui eut lieu peu après l'annonce de sa mort rapportée, levant des questions sur une possible hâte pour éviter un examen approfondi. Dans les années suivant la prétendue mort d'Elvis, diverses personnes émergèrent avec des allégations de l'avoir vu vivant et en bonne santé. Ces sightings devinrent un phénomène culturel, avec des gens de diverses parties du monde affirmant avoir rencontré l'icône en personne. La prévalence de ces rapports alimente la spéculation autour du destin d'Elvis, contribuant au mystère durable sur son héritage. Le premier sighting rapporté d'Elvis après sa mort prétendue fut aussi mystérieux qu'opportun. Il eut lieu le lendemain de sa mort, lorsqu'un homme ressemblant étonnamment au chanteur décédé aurait acheté un billet aller simple pour Buenos Aires sous le nom de John Burroughs, un nom connu pour être associé à Elvis. Ce sighting généra immédiatement une vague de spéculations, suivie d'autres, chacun plus intrigant que le précédent. Avançant vers la fin de 1977, une photographie supposément prise par un visiteur de Graceland émergea. L'image semblait capturer Elvis se relaxant près de sa piscine. Le débat sur l'identité de la figure sur la photo continue jusqu'à aujourd'hui, certains croyant fermement qu'il s'agit d'Elvis Presley. Cette photographie, avec le sighting initial, ajouta des couches au mystère continu autour de la mort prétendue d'Elvis et de ses sightings subséquents. Dans les années 1980, Kalamazoo, Michigan, devint un point chaud pour les sightings d'Elvis, captivant la ville avec des murmures que le roi était vivant et bien, naviguant la vie comme s'il n'avait jamais quitté les projecteurs. Ces sightings alimentèrent le fervor des enthousiastes d'Elvis et des théoriciens de la conspiration, spéculant avidement sur la possibilité que le chanteur légendaire ait mis en scène sa propre mort, augmentant encore l'intrigue. Il y eut un appel téléphonique mystérieux en 1988 où une voix frappante, ressemblant à celle d'Elvis, affirma que le roi n'était pas seulement vivant, mais se préparait à un retour. Bien que l'authenticité de l'appel reste douteuse, il injecta une nouvelle énergie dans le débat continu sur la mort supposée d'Elvis, portant les théories de conspiration à de nouveaux sommets. À mesure que les sightings continuaient, ils prirent des dimensions de plus en plus surréalistes, perméant même le domaine musical. En 1988, une chanson intitulée « Spelling on the Stone », créditée à un artiste anonyme, émergea.
Beaucoup d'auditeurs étaient convaincus que la voix derrière la musique n'était autre qu'Elvis chantant d'outre-tombe ou d'une cachette clandestine où il restait bien vivant. Cette sortie musicale ne fit qu'approfondir l'énigme autour de la mort prétendue d'Elvis et de la possibilité de son existence continue. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, les sightings d'Elvis continuèrent à captiver l'imagination publique, avec des rapports surgissant de lieux inattendus comme la grande ouverture de Legoland en Californie. Bien qu'il ait été révélé plus tard que des imitateurs avaient été embauchés pour l'événement, le buzz initial autour de la prétendue apparition d'Elvis généra des vagues d'enthousiasme parmi sa base de fans dédiés. Même des publications comme le tabloïd Weekly World News exploitèrent ces sightings, créant des histoires élaborées sur les aventures d'Elvis après 1977. Selon ces narrations, Elvis embarqua dans une odyssée autour du monde, orchestrant sa propre mort pour échapper à l'éclat implacable de la gloire et se réinventer dans l'anonymat. Les partisans de la théorie pointèrent des indices supposés cachés dans sa musique et sur les pochettes de ses albums, suggérant qu'Elvis avait laissé un chemin de miettes de pain pour que ses fans astucieux les suivent. Des chansons comme ILL Never Know et Way Down furent analysées pour des paroles pouvant être interprétées comme des références voilées à sa disparition. Les pochettes d'albums furent aussi scrutées, avec les vêtements et poses d'Elvis disséqués pour des significations plus profondes. La pochette de Promised Land, avec Elvis en costume blanc éblouissant, fut interprétée par certains comme une représentation symbolique de sa transcendance vers un royaume supérieur, hors de portée des yeux mortels. Alimentant la spéculation étaient des questions persistantes sur les circonstances de la mort d'Elvis. Son corps trouvé dans une position inhabituelle, avec son pantalon de pyjama autour des chevilles, souleva des sourcils et alimenta des théories de jeux troubles ou de scènes mises en scène. Certaines discrepancies alléguées dans le rapport d'autopsie et des soupçons de résultats toxicologiques supprimés ne firent qu'augmenter l'atmosphère de mystère autour des derniers jours du roi. La vie d'Elvis Presley fut un spectacle semblable aux costumes éblouissants qu'il portait sur scène. Imaginez l'adrénaline d'entrer sous les projecteurs, un acte de défi contre un monde qui scrutait chacun de ses mouvements. Pour quelqu'un comme Elvis, simuler sa propre mort pourrait avoir semblé l'acte final de liberté, une chance d'échapper au regard implacable de la gloire et à la pression constante de la vie publique. L'idée de disparaître des yeux du public avait un grand attrait pour Elvis, qui vivait sous la surveillance constante des fans et des médias. Cela offrait la promesse de vie privée, l'opportunité de savourer les joies simples de l'anonymat, plus de paparazzi, plus de manchettes intrusives, juste la liberté de marcher dans la rue sans attirer l'attention. Des considérations financières pourraient aussi avoir joué un rôle dans l'hypothétique décision d'Elvis de mettre en scène sa propre mort. Le poids de la richesse et de la gloire, manager, agent, dépenses extravagantes pourrait avoir été un fardeau pour lui. Simuler sa mort pourrait représenter une échappatoire aux contraintes financières et aux attentes accompagnant sa célébrité, offrant une chance de laisser derrière les pièges de la notoriété et d'embrasser une existence plus simple et financièrement sécurisée. La perspective d'un grand retour ajoute une couche supplémentaire au mystère autour de la mort prétendument fausse d'Elvis. Dans une industrie propulsée par le sensationnalisme et les narrations dramatiques, le retour du roi d'outre-tombe serait légendaire, un moment historique résonnant à travers les annales de l'histoire du divertissement. Le fardeau de maintenir un statut légendaire peut être immense, surtout pour une icône comme Elvis. Peut-être cherchait-il à protéger son héritage des ravages du temps et des changements dans les goûts musicaux. En orchestrant sa propre mort, il pourrait garantir que son image reste figée dans le temps pour toujours, immunisée contre les effets du vieillissement et l'évolution de la culture populaire. Du point de vue humain, le désir de contrôle est un motivateur puissant. Dans une vie où Elvis se sentait souvent à la merci de forces externes, que ce soit la vigilance implacable du regard public ou les exigences de sa carrière, simuler sa mort pourrait représenter l'acte final d'agence. Ce serait une décision entièrement sienne, une manœuvre clandestine lui permettant de reprendre le contrôle de sa propre narration et de dire au revoir au monde à ses propres conditions. L'héritage durable d'Elvis Presley va bien au-delà de sa musique. C'est un phénomène culturel qui a pris vie propre, alimenté par une base de fans dédiés dont la dévotion n'a pas de limite. Pour beaucoup, être fan d'Elvis ne consiste pas seulement à apprécier sa musique, c'est un mode de vie. L'une des manifestations les plus notables de cette dévotion est le phénomène des artistes de tribute à Elvis, les États. Ces enthousiastes ne reculent devant rien pour recréer le look et le son iconique du roi, portant des combinaisons élaborées et coiffant leurs cheveux méticuleusement pour incarner sa personnalité plus grande que nature. Des compétitions et concours abondent, où les États sont jugés non seulement sur leur capacité vocale, mais aussi sur leur aptitude à canaliser le charisme et la présence scénique d'Elvis.
Au-delà des performances live et des concours, l'ère numérique a donné naissance à des communautés virtuelles où les fans peuvent se connecter et partager leur passion pour tout ce qui concerne Elvis. Ces forums en ligne servent de hub pour partager des enregistrements rares de concerts, participer à des discussions animées sur l'impact d'Elvis dans leur vie, et même faire du role-playing en tant qu'Elvis dans des scénarios virtuels. Pour certains fans, collectionner des souvenirs d'Elvis est un passe-temps précieux, des disques anciens et affiches de concerts à des artefacts rares et figurines de collection. Ces enthousiastes ne ménagent pas leurs efforts pour réunir leurs possessions les plus précieuses. Certains dédient même des pièces entières ou des maisons entières pour exposer leurs collections impressionnantes, transformant leurs espaces de vie en véritables sanctuaires au roi du rock and roll. L'influence d'Elvis Presley s'étend jusqu'au domaine de l'art corporel, où les fans expriment leur dévotion par l'encre permanente. Les tatouages des fans d'Elvis servent de tribut éternel au roi du rock and roll, avec des enthousiastes arborant fièrement son image, des paroles de chansons ou même sa signature gravée sur la peau. Des designs subtils ornant poignets et chevilles à des pièces élaborées couvrant le corps entier, ces tatouages servent de badge d'honneur pour les vrais fans, les marquant comme membres dédiés de la communauté Elvis. Mais le fandom d'Elvis ne se limite pas aux tatouages, il s'étend aussi à nos amis à fourrure. Émerge la tendance des animaux de compagnie ressemblant à Elvis, où des fans dédiés font un effort supplémentaire pour styliser leur compagnon bien-aimé en hommage au roi lui-même. Les chiens de race Hound, en particulier, brillent dans cette tournure peculière du fandom, leurs propriétaires les habillant de mini-costumes d'Elvis complets avec de petites perruques et lunettes de soleil. Ces chiens bien vêtus volent souvent la vedette lors de rassemblements de fans et de défilés, enchantant les spectateurs avec leur ressemblance impressionnante avec le légendaire rocker. Qu'ils soient ornés d'encre ou habillés impeccablement, les fans d'Elvis trouvent des façons infinies de célébrer l'héritage de leur idole avec style. À Graceland, la propriété légendaire d'Elvis Presley à Memphis, Tennessee, les fans peuvent embarquer dans un voyage à travers le style de vie luxueux du roi, tant sur terre que dans les airs. L'un des points forts de la visite de Graceland est l'opportunité d'embarquer à bord de deux des jets personnalisés de Presley, le Lisa Marie et le Hound Dog 2. Le Lisa Marie, aussi connu sous le nom de Flying Graceland, et le Hound Dog 2 est un Convair 880 méticuleusement préservé pour montrer le luxe et l'opulence qui définissaient les voyages privés d'Elvis. Les visiteurs peuvent explorer l'intérieur, qui inclut une chambre principale, un salon, une salle de conférence et deux petites salles de bain. Chaque détail reflète le goût extravagant d'Elvis, des ceintures de sécurité plaquées or au canapé en dindou, offrant un aperçu de la vie de luxe du roi en mouvement. Adjacent au Lisa Marie se trouve le Hound Dog 2, un Lockheed Jetstar capable d'accueillir 10 passagers. Ce jet offre une autre opportunité pour les fans de s'immerger dans le monde de glamour et de sophistication d'Elvis. Mais l'expérience Elvis ne s'arrête pas aux jets. Au musée automobile Elvis Presley, situé à Graceland Plaza, les visiteurs peuvent admirer plus de 20 voitures appartenant au roi lui-même. Les points forts incluent l'iconique Cadillac Rose et l'élégant Stutz Blackhawk, offrant un aperçu fascinant de la passion d'Elvis pour les véhicules de luxe et les voitures classiques. Qu'il s'agisse d'explorer ses jets personnalisés ou d'admirer sa collection impressionnante de voitures, une visite à Graceland promet un voyage inoubliable à travers la vie et l'héritage de l'unique et inimitable Elvis Presley. Alors que nous réfléchissons à l'héritage durable d'Elvis Presley et au mystère entourant son lieu de repos final, une question persiste. Qu'est-ce qui, selon vous, est au cœur des rumeurs et de la fascination pour la mort prétendue d'Elvis et sa possible réapparition? Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous et partagez vos pensées. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce en l'air et de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur les derniers développements. À la prochaine vidéo, au revoir.